Aujourd'hui, on va aborder une thématique particulière que vous m'avez très souvent demandé de traiter sur les réseaux sociaux. C'est original, mais c'est comme ça. La place de la violence dans notre société et notre vie quotidienne. Donc je vais d'emblée vous donner des éléments de l'argumentation que je m'apprête à défendre en filigrane de mes propos dans cette vidéo, pour vous donner d'abord envie de la regarder jusqu'au bout, mais aussi pour honorer les quelques 10 à 15% de nos abonnés qui ont la fâcheuse tendance à ne regarder que la moitié des contenus quand ils sortent. Alors je vous taquine, je sais que mes contenus sont assez complets, assez longs, je vous le concède, j'entends bien que le temps est une ressource précieuse, qu'on a parfois envie d'aller droit au but, mais je vais me permettre une digression importante quand même. Vous ne pouvez pas faire l'économie du chemin en matière d'élévation du niveau de conscience ou de connaissance sur une thématique que vous voulez adresser et qui a de l'importance à vos yeux. Vous ne pouvez pas croire qu'en prenant 15 secondes d'une punchline qui est la conclusion de 30 ans de vécu de quelqu'un, vous allez pouvoir l'interpréter et l'intégrer dans votre vie pour faire les modifications nécessaires qui sont souhaitées dans la thématique en question. Ça n'est pas possible. C'est pour cette raison d'ailleurs que nos équipes et moi-même avons du mal à extraire des contenus pour faire des contenus réels sur Instagram ou TikTok du format de 15 à 30 secondes, simplement parce que si vous décontextualisez une punchline que je peux sortir à un moment donné, qui certes est pertinente et que vous appréciez, je le sais, dans le fond comme dans la forme, parce qu'elle est le reflet d'une idée que vous soutenez maintenant et que vous avez compris, eh bien le problème, si vous en faites un extrait complètement isolé, eh bien c'est que ça peut être décontextualisé, donc mécompris, ça peut être caricaturé, caricatural, ça peut être blessant, et ça va desservir le propos. C'est d'ailleurs pour ça, ici, que je partage sur cette chaîne avec vous des mécaniques de réflexion qui sont huilées, dans lesquelles on essaye d'être le plus objectif possible en ayant conscience que c'est dur, parce qu'on a tous notre expérience vécue, nos biais, parce qu'il y a des notions de perspective, de prorata, de contexte, de nuances, et justement c'est toutes ces notions que j'essaie de partager avec vous ici, et donc il ne faut pas croire une seconde que vous pouvez faire l'économie de ce parcours et de ce temps d'écoute, surtout sur une thématique qui est importante pour vous. Pire que ça, je vous invite à regarder les vidéos une fois, mais également à les regarder 2 ou 3 fois sur des thématiques qui sont importantes pour vous. Ceci étant dit, on va quand même remettre le barbecue au milieu du jardin, et je vais tout de suite vous donner du contexte. Il est hors de question que je tombe dans le délire binaire manichéen franco-français de base, qui oppose les notions les unes aux autres. Hein, c'est bien, c'est mal, j'aime pas, on va laisser ça aux pignoufs qui vous parlent sur les réseaux sociaux, et si vous le voulez bien, on va nuancer le propos. Et d'ailleurs, même si vous ne le voulez pas, parce que c'est l'essence même du message que je défends, et en tout cas de la forme d'expression que je souhaite avoir, parce qu'il est important pour moi qu'on arrête d'être aussi clivant, et de croire que le monde se résout en 2 camps opposés, qui ont raison ou ont tort, comme s'il n'y avait pas justement d'éléments exogènes qui font un petit peu varier la manière dont on peut interpréter les choses. On va laisser aux extrémistes que vous voyez à la télévision ce genre de délire-là, parce que je ne ferai pas l'apologie de la violence systématique, c'est hors de question, et je ne ferai pas non plus le déni de son existence. Hein, ce que font ces extrémistes, c'est soit encenser la violence comme une solution systématique à tous nos problèmes, voyons, ou alors la réfuter totalement comme si elle n'avait jamais existé, ou pire, comme si elle ne devait pas exister tout court. Je pense que c'est stupide de faire ça, et à ces intégristes professionnels que nous emmerdons allègrement, d'ailleurs on leur fait un bisou, on leur rappelle que tout est contextuel, rien n'est vrai, et que chaque chose est le résultat d'une équation multifactorielle, et qu'il est impossible de croire qu'on résoudra une équation faite de chiffres puis de nombres si l'objectif c'est d'avoir un nombre à la fin. On ne peut pas la résoudre s'il y a un x au milieu. Il va falloir trouver et identifier ce que c'est le x, le transformer en un chiffre ou en un nombre pour résoudre l'équation. Ce que fait un psychiatre, c'est pas mettre la poussière sous le tapis et vous dire qu'on a résolu le problème. Non. C'est pas en éludant une notion comme la violence que l'on va arriver à la dompter. D'ailleurs, vous voyez, j'ai déjà fait un lapsus, on accepte qu'elle est là, on apprend à la dompter au bon endroit, au bon moment, parce que je vais vous prouver qu'il y a des moments dans lesquels ça peut être utile. Mais le point, il est là. Un psychiatre vous aide à faire quoi? Reconnaître qu'il y a une problématique, la mettre en perspective d'ailleurs avec la société culpabilisante que nous avons aujourd'hui, qui fait que peut-être c'en est pas une vraie en réalité. Mais ça, c'est un autre point. Si c'en est vraiment un de problème, on l'identifie, on l'accepte. Une fois qu'on l'a accepté, on le nomme. On le nomme, on lui donne des spécificités, on regarde de quoi il est composé, et après on met en place un plan d'action pour aller dans le sens de la résolution de cette problématique-là. C'est plutôt sain comme démarche. Eh bien, j'aimerais qu'on fasse la même chose, si vous le voulez bien, dans cette vidéo. Je vais d'ailleurs argumenter de certains exemples personnels, comme je le fais souvent, parce que vous le savez, la culture personnelle ou le vécu que l'on a peut servir un propos. Ce ne sont jamais des propos égocentrés, mais centrés à l'intérêt de l'argumentation et de la thèse que je défends, et que je vais vous donner en toute intimité toujours. Hein, c'est surtout sur la fin des vidéos que je fais ça, pour vous permettre de comprendre la propre mécanique que j'ai eue moi, les propres conclusions que j'ai eues et les suggestions que je peux vous faire en toute humilité. Donc on va partir sur cette base-là. Comment moi je définis la violence? Bien simplement comme étant une rupture brutale d'un schéma établi, plutôt sain et équilibré, qui est une rupture inattendue, soudaine, disproportionnée, et qui conduit à l'altération de l'intégrité d'un individu ou d'une société. Je vais surtout zoomer sous le prisme de la lecture de la violence physique qu'un être humain est capable de mener à l'encontre d'un autre, hein, donc de la confrontation physique, que ce soit une rixe, une bagarre, etc., ou simplement de 2 individus. Pourquoi? Parce que je pense
pense que c'est plus simple parce que par extension, quand vous armez les gens, au final, ils font la même chose. Hein, donc, on va commencer par ce conflit physique et cette capacité de faire preuve de brutalité. Hein, la violence verbale existant aussi, mais là, on va zoomer sur la violence physique, qui sont toutes deux des expressions qui sont la conséquence d'un agacement, d'un énervement ou d'une forme de colère. Hein, c'est juste la manifestation physique ou verbale d'une situation que nous ne contrôlons plus en termes émotionnels. Je vais zoomer là-dessus si vous le voulez bien, notamment parce que j'ai eu des retours par dizaines. Je crois d'ailleurs que sur la dernière story où je vous ai partagé une scène que j'ai vécue, que je vous raconterai à la fin d'ailleurs, j'ai eu le plus de retours historiquement que j'en ai eu de toute ma vie, par dizaines réellement, et en grande majorité des femmes. C'est comme ça, je vous confie juste ce que j'ai vécu, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit Dompé, ce qu'on vit c'est grave, on se fait agresser, c'est chaud, et en fait je me suis rendu compte que la majorité des personnes avec lesquelles j'entrais en interaction, parce qu'après j'ai voulu en savoir un petit peu plus, avaient été agressées au moins une fois verbalement ou physiquement dans leur vie, là où alors que ça pourrait paraître être un truc d'homme et testostérone, je connais plein d'individus hommes et des amis à moi qui ne se sont jamais confrontés physiquement. C'est fou quand même. Et donc en réalité, ce sujet vous intéresse, je sais qu'il vous parle, et je vais donner ce prisme de lecture de la confrontation physique et tout ce que je peux en retirer autour de cette thématique-là. Donc tout d'abord, je pense que la violence physique, on doit accepter sa réalité, on doit accepter qu'elle est là dans notre monde. Le monde est par essence violent, le monde est agressif, la nature est capable d'autodestruction ou d'ailleurs de nous attaquer nous-mêmes, et ne pas l'accepter, c'est déjà se mentir à soi-même. Lorsqu'un volcan est en éruption aux Canaries, ça s'est produit récemment, c'est violent, brutal, soudain, disproportionné, ça altère l'intégrité physique d'un individu qui meurt, ou même d'une société qui est obligée de prendre des avions, de perdre leur maison, etc., de tout reconstruire. Et je vais citer tous les ouragans et tempêtes du monde pour que vous compreniez ô combien ça se produit, et chaque année de plus en plus d'ailleurs, parce que c'est le principe même de la nature. Et qu'est-ce qu'a fait l'homme, l'être humain, pour se confronter à ça et pour s'adapter, notamment pour adapter plutôt la nature à nous? Eh bien des digues, on a construit des murs, on a fait des barrages, et oui, c'est la réalité. Pourquoi? Parce que la nature par essence, eh bien elle est relativement violente et incompatible avec notre mode de vie. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien par exemple, on a mis en place des barrages pour éviter d'être dans un cours d'eau bien trop puissant et bien trop violent, qui nous empêche de vivre sainement, de nous balader et ou de nous installer. Et vous voyez, cette réalité-là, elle est intéressante à mettre en perspective avec ce que l'on est nous en tant qu'être humain. Des animaux dotés d'une conscience supérieure. Mais on reste des animaux. Quand on dit de quelqu'un en colère qu'il est sanguin, mais vous l'êtes, je le suis, nous le sommes toutes et tous, parce que nous ne sommes pas morts. Nous ne sommes pas mortes. Nous sommes des êtres humains vivants, et donc on a un cœur, on a des artères, on a des veines et des capillaires, et en réalité, oui, nous sommes sanguins. Qui aujourd'hui peut me dire ne jamais s'être agacé une fois dans sa vie, ne jamais avoir voulu s'énerver en voiture, jeter les clés contre le mur, taper la table par exemple, parce qu'on a un énervement profond, voire même se confronter physiquement avec quelqu'un. Personne ne peut avoir la malhonnêteté intellectuelle de me dire ici que ça n'est jamais arrivé. Ça vous est arrivé et ça vous arrivera encore parce que c'est une réalité humaine. Nous avons des émotions, c'est ce qui fait aussi la beauté de l'humanité, c'est qu'on n'est pas tout lisse, hein, on n'est pas dans des films fades à la Equilibrium où tout est rangé de la même manière, bien que j'ai un peu peur qu'on aille dans cette direction dans bien des situations sociales et politiques, c'est un autre débat, mais en réalité, on est beau, parce qu'en fait, on a des émotions, parce que on peut parler fort, s'énerver, s'agacer, se calmer. C'est aussi ce qui fait la beauté de l'être humain. Je pense que personne ne voudrait d'un monde lisse dans lequel il n'y a aucune forme d'émotion. Vous en conviendrez, l'amour, c'est également la même chose, la passion, il y a plein de choses dont on pourrait parler d'ailleurs. Donc très clairement, on est, nous, des êtres humains, c'est dans notre ADN et notre génétique, capables de faire acte de violence. Et regardez, hein, un animal, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se défend pour son territoire, la femelle qu'il convoite, pour se nourrir, pour survivre, ou quand c'est une maman qui protège, par exemple, ses bébés, eh bien, quand on les agresse. Et si vous regardez une lionne avec ses enfants, ou si vous regardez d'ailleurs une maman sanglier avec ses petits, je vous conseille pas de les approcher, parce qu'ils sont vraiment capables de faire preuve d'une agressivité à toute épreuve. C'est quelque chose de naturel. Ne pas accepter le rôle de la génétique, le rôle de l'ADN et de réalité hormonale sur les êtres vivants, à commencer par les animaux, c'est quelque chose complètement utopique. Alors oui, nous avons une structure anatomique de notre cerveau, peu importe qui nous a donné la chance que ce soit comme ça, qui nous permet le discernement, le recul et des facultés d'adaptation que n'ont pas les animaux. En effet, on aime nos amis les animaux, mais c'est une réalité. Un varan du désert, si vous l'amenez en Antarctique, il meurt. Vous prenez un ours polaire que vous mettez dans le désert, il décède. Alors qu'un être humain, dans une telle situation, la situation A, il va construire un igloo, et dans la situation B, il va mettre un fichu sur la tête et il va s'hydrater. Donc on est capable de cette adaptation. Et comment l'homme s'est adapté à la réalité que Hobbes qualifiait comme le fait qu'en dans un état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. C'est
une réalité ça, parce qu'on est justement des animaux dotés d'une conscience, mais qui avons ce côté sanguin, cette capacité, cette propension à la violence, elle est codée génétiquement en nous, et c'est également culturel. Et quand Hobbes vous dit que dans un état de nature, l'homme est un loup pour l'homme, je pense qu'il a raison, et c'est pas pour rien que l'être humain a appris à créer quelque chose qu'on appelle l'état de droit, qui n'est pas tombé comme ça, de manière divine du ciel. Non, les lois, la justice, les forces armées et la police sont des structures que nous avons créées en tant que société. Nous leur avons donné le pouvoir de canaliser notre violence spontanée et inhérente à ce que nous sommes, simplement pour nous donner envie de ne pas en faire un usage systématique ou disproportionné. Et donc on a peur du courroux de la justice et notamment d'aller en prison. Et donc quand on a une embrouille avec un voisin, on évite de le menacer en duel en pleine rue, de sorte à l'assassiner. Il faut savoir que ça se produisait il y a encore quelques siècles. C'est une réalité que certains des individus dans notre lignée familiale et nos ancêtres ont vécu parce que c'était comme ça que fonctionnait le monde. Donc il y a eu des évolutions. Donc j'aimerais déjà que vous n'ayez pas un rapport déiste à la justice. C'est quelque chose que l'on a créé et je vous en parlerai tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi à certains moments je pense qu'on a aussi un droit fondamental à l'acte de défense et que ce droit fondamental, bien qu'on l'a cadré avec l'état de droit, on ne doit pas le perdre pour autant. On y viendra, il y a d'ailleurs des pays qui vous donnent des médailles pour certains types de réactions et c'est bien ce qui prouve qu'on n'est pas tous d'accord sur cette thématique-là et qu'il y a plusieurs prismes de lecture, plusieurs analyses qu'on peut tout à fait entendre calmement sans se sauter dessus et sans traiter les gens d'extrémistes dans un cas comme dans un autre. Parce qu'en effet, je l'ai dit tout à l'heure, extrémiste n'est pas celui qui ne fait qu'encenser la violence, bien qu'il m'agace beaucoup. L'extrémiste, c'est aussi celui qui la réfute. Un extrême, c'est le concept, c'est je suis dogmatique dans un point, j'entends rien d'autre que ce que je crois être vrai et j'essaie de vendre ma sauce à tout le monde. Et là, on tombe dans l'intégriste et je vous ai dit ce que je pensais de ce genre de trou de cul. Ceci étant dit, maintenant qu'on a posé le contexte et qu'on l'accepte, si vous avez encore un peu de mal, on va faire une perspective historique maintenant. Et oui, parce que si je ne parle pas allemand aujourd'hui, c'est parce que nos grands-parents étaient capables d'assassiner des Allemands à l'époque. Et oui, je sais que ça peut paraître un peu brutal, mais d'ailleurs on n'en parle jamais. Mon grand-père, comme beaucoup d'autres, les Corses en Première et Seconde Guerre mondiale étaient jetés au front en première ligne. Comme on se plaint pas, personne n'en parle et tout le monde s'en fout, peu importe, mais au moins je les honore aujourd'hui, et paix à son âme, mon grand-père a été enfermé par Mussolini pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait des stigmates mentaux, mais également physiques de cette guerre. Il a eu des éclats d'obus, etc., des cicatrices, il m'en parlait souvent, il m'a beaucoup détaillé ça. C'était violent. C'est cette violence qui a été salutaire et qui nous permet aujourd'hui d'être français, de ne pas parler allemand, de ne pas vivre génocide sur génocide et d'avoir éludé de la planète et notamment de notre environnement, en tout cas en Europe, parce que c'est pas malheureusement sur la planète le cas partout, des individus qui veulent qu'on ait une tête spécifique, une religion spécifique. Je pense qu'on est toutes et tous heureux de vivre ça aujourd'hui. Eh bien, on l'a vécu parce qu'on a eu la capacité de répondre violemment quand c'était nécessaire, dans un certain cadre. D'ailleurs, le monde militaire, il y a des règles tacites et implicites aujourd'hui qui évitent les exactions, notamment de ne pas attaquer des civils, etc., des femmes, des gens qui sont ou des enfants ou des gens qui sont désarmés. Ce sont des règles de combat qui sont pas toujours respectées, mais qui la plupart du temps le sont. Eh bien, ça, c'est parce qu'à un moment donné, ça a été nécessaire de se défendre. Une chose qui nous a permis de vivre bien. Les 30 Glorieuses, tous les acquis et les droits que les Français adorent proclamer à tout va en oubliant que ce qui les suspend c'est leur devoir, mais c'est un autre sujet, eh bien ces droits-là, vous les avez parce qu'un jour, vos grands-parents ont été capables d'assassiner des Allemands. Et je sais que c'est pas très agréable à accepter ni à dire, mais c'est une réalité qu'il faut admettre. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, on prouve bien qu'on peut faire un usage utile de la violence, mais à minima, on n'en est pas encore dans la conclusion. On est en train de prouver que c'est une réalité de nos vies, de nos sociétés, de nos cultures, mais également de notre histoire passée. Ceci étant dit, on va donner un dernier point pour les plus robustes d'entre nos malhonnêtes de nos auditeurs, parce qu'il y en aura forcément. J'aimerais vous rappeler que Squid Games est juste la série qui est de manière transculturelle dans tous les pays du monde sur Netflix la plus vue actuellement. Alors si vous n'avez pas vu cette série, je vous invite à regarder une bande-annonce. C'est on ne peut plus violent, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui meurent toutes les 3 secondes, et puis c'est assez trash, je veux dire, c'est assez direct, c'est le vice humain, c'est des trahisons, c'est des trucs, enfin c'est l'humain dans toute sa splendeur. C'est une sorte de battle royale un peu moderne, un peu mieux agencé en termes scénarisés. Je dis pas qu'on peut pas être bon public ou pas, mais moi j'ai pas l'hypocrisie intellectuelle de dire que non, la violence ça n'existe pas, c'est pas bien, mais après tu bandes sur Squid Games. Tu vois, ça m'embarrasse un peu si t'es comme ça, parce qu'en réalité je viens de te confondre dans le retranchement de ton incohérence, et c'est là où malheureusement on va pas pouvoir converser si tu n'as pas une argumentation à tenir là-dessus. Fast and Furious, Casa de Papel, les sagas et les séries les plus vues au monde, c'est du meurtre, de l'assassinat, du sang partout, des gens qui s'entretuent, des voitures qui explosent. On a une appétence naturelle pour ça, vous devez l'accepter. C'est pas parce que, et attention à la loi du contre-exemple, vous êtes peut-être un contre-exemple et dire oh non, moi j'aime pas ça, ça me heurte, etc. Je le respecte d'ailleurs et c'est très bien, mais c'est majoritaire, c'est pas pour rien que c'est les séries ou les films les plus vus au monde. C'est parce qu'il y a une audience pour ça. Donc réfuter l'existence, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je ne suis pas dans cette posture, justement, mais réfuter l'existence de la violence dans notre société, dans notre monde, dans notre être profond ou dans notre code génétique, eh bien c'est être malhonnête. Ceci étant dit, maintenant qu'on accepte cette réalité, comment on fait pour la dompter? Eh bien déjà on prend du recul sur le processus éducatif.
selon moi, dès le plus jeune âge. C'est pour moi quelque chose que l'éducation nationale devrait intégrer dans ses solutions d'avenir, notamment comme apprendre à se nourrir, cuisiner, gérer ses émotions, communiquer, payer ses impôts, bref, des choses un peu plus pratiques que de connaître par cœur des capitales de pays dans lesquels on n'ira pas, ou sur lesquels on pourrait finalement apprendre les choses sur un plan ou sur Google, parce qu'on est une génération qui a évolué. Toujours est-il qu'au lieu d'apprendre des trucs au moment où on en a besoin, on aime bien nous bourrer le crâne d'informations qui serviront pas. Bon, je challenge ça, et je rajouterai l'usage martial du cadre de la violence, pour apprendre à se confronter physiquement, pour apprendre à rendre des coups, et pour se rendre compte de plein de choses. 2 raisons fondamentales à ça. La première, c'est que si vous apprenez à vous confronter physiquement, vous augmentez considérablement votre confiance en vous. C'est chimique, je ne sais pas vous l'exprimer, je vous demande de le vivre si vous ne l'avez jamais vécu, et vous allez voir ce qui se passe. C'est chimique. Et également le deuxième point, savoir vous défendre. Je l'ai dit, dans un état de droit, bien évidemment qu'on a envie de déléguer cette capacité de nous défendre à des forces armées ou de police, et à la justice, mais il y a des moments dans lesquels ils ne sont pas présents. Alors on fait quoi? On abandonne notre droit fondamental à savoir nous défendre et à pouvoir nous défendre? Non, je pense que c'est une grave erreur qui est contemporaine et que malheureusement nous sommes en train de vivre à une ère de déconstruction dans laquelle on n'aime pas dire que ça peut faire du sens d'apprendre à des hommes et à des femmes à se défendre. Donc on va zoomer sur la première thématique de la confiance en soi si vous le voulez bien. J'ai une amie qui a vu une interview récemment et ça lui a donné envie de revoir le film Hooligan, et du coup elle m'a partagé un peu la perspective, et c'est vrai que dans ce film, à un moment donné, l'acteur principal, qui est celui qui joue Frodon Saquet dans Le Seigneur des Anneaux, si vous voulez le voir dans un film un peu plus brutal, d'ailleurs, que je réfute totalement. Il n'y a pas plus con qu'un hooligan. Je veux dire, ils vont à des matchs de foot pour tabasser d'autres individus d'une ville en face sans même regarder le match. Il n'y a rien de plus con, par exemple. Ça, je le réfute. Mais par contre, c'est pas ça qui est intéressant dans le film. C'est que l'acteur principal, qui a zéro charisme, le type est complètement, il est livide, il a les épaules rentrées, il te serre la main, c'est un légume, tu vois ce genre de type. Il rentre dans une pièce, tu sais que c'est une victime. Il a confiance en lui, à aucun moment il a le regard fuyant. Il y a rien qui va dans l'histoire, tu vois. Il sait pas poser sa voix, il y a rien qui va. Ce type-là, au début du film, il a ça. Puis à un moment donné, il se confronte physiquement. Dans le film, il explique et il dit, vous savez ce qui est fou, c'est que j'ai pris le premier coup de poing et j'ai compris en gros que j'étais pas fait en sucre, que j'étais pas une feuille morte, que je pouvais encaisser, mais également que je pouvais rendre les coups. Et c'est passé un truc chimique. Et ce que m'a dit mon amie, elle m'a dit, Dompé, tu sais, c'est pas du tout mon style d'homme, mais elle m'a dit, à la fin du film, il en devient sexy. Et ce qui est fou, et là je voudrais vous parler messieurs spécifiquement, parce que souvent les hommes ils pensent que pour avoir du charisme, il faut faire 20 kilos de muscles de plus. Ce type est gringalet. Il a pas pris un gramme de muscle en plus. Il a rien changé. Il est toujours aussi livide, parce que le type blanc, voilà, il est pas, c'est pas un type qui est mat de peau, etc. Il a toujours la même tronche. Il a toujours ses yeux clairs, etc. Son nez fin, ses traits d'ailleurs qui sont très féminins, parce qu'on peut avoir des traits plutôt rudes et masculins ou des traits plutôt féminins. Ça n'enlève rien d'ailleurs à la beauté d'un homme ou d'une femme. J'en veux pour preuve, c'est un très bel homme et il est qualifié comme tel par beaucoup de gens dans le monde de la mode ou du cinéma. Toujours est-il qu'il a gagné en charisme. Il a gagné en charisme parce que la manière dont il se comporte, la manière dont il rentre dans une pièce, la manière dont il parle, la manière dont il agit, la manière dont il pose sa voix, tout ça a changé parce que d'un seul coup, il a eu un déclic, comprendre qu'il n'était pas une feuille morte, comprendre qu'il était capable de rendre des coups si on lui en donnait. Ça a tout changé chimiquement. C'est le rôle d'un acteur, je parle d'un film, de justement le jouer comme il faut, et bien il le joue très très bien, et croyez-moi, c'est la vérité dans le monde réel. J'ai passé de mes 5 à mes 25 ans, 20 temps d'affilée, à me confronter à minima une fois par mois, voire parfois plus, ça dépendait des périodes. Là où ça a été le plus, c'était la période du collège, à la période de mes études supérieures, parce que je travaillais dans le monde de la nuit à l'âge adulte, et là forcément c'était violent, mais globalement, il ne s'est pas passé un mois ou deux de toute ma vie sans lequel je n'ai pas à me défendre ou à défendre quelqu'un d'autre. Donc ça a toujours été avec une bonne intention derrière la forme, je n'ai jamais rien fait de répréhensible, je n'ai jamais eu d'ailleurs de problématique à l'école, ni une heure de colle, ni rien du tout pour des bagarres, alors que j'en ai fait des dizaines par exemple à la période du collège et du lycée. Pas dans mon lycée mais à l'extérieur pour le coup, mais je n'ai jamais eu de problème avec les institutions scolaires, je n'en ai pas non plus eu avec la police, et pourtant ça m'est arrivé de me battre à leur côté, puisqu'il y a eu des situations dans lesquelles ils m'ont soit accompagné, soit arrêté, nous y reviendrons. Donc la réalité c'est que je sais ce que c'est la confrontation physique, je sais le rôle qu'elle a eu dans ma vie, je sais aussi comment j'ai appris à la dompter, parce qu'attention, après ça peut devenir systématique comme une réponse que l'on a qui est unique et c'est pas bon, mais je vais justement vous partager ça juste après. Avant de le faire, j'aimerais vous dire que se confronter physiquement, c'est important pour vous rendre compte que vous n'êtes pas du chewing-gum, vous n'êtes pas une petite feuille morte, vous êtes un être humain qui sait résister à un assaut et qui sait rendre les coups. Comme le dit Rocky à son fils Stallone à son fils dans le dernier Rocky ou l'avant-dernier, il lui explique ceci, et elle est connue cette punchline, il lui dit, ce qui compte dans la vie, c'est pas la force des coups que tu donnes, c'est la capacité que tu as à encaisser les coups et à continuer d'avancer malgré tout. Parce que la vie, elle te met un genou à terre, la vie, elle est dure, les amis. C'est dur d'entreprendre. C'est dur de construire une famille et de faire un couple au XXIe siècle quand on meurt à 87 ans, alors qu'à l'époque de Shakespeare, en 1524, on mourait à 25 ans. C'est dur d'essayer de devenir un artiste. C'est dur de devenir un sportif ou une sportive de haut niveau. C'est dur d'être une mère de famille qui essaie de s'accomplir seule, etc., envers et contre tous. Tout ça, c'est dur. Donc à un moment donné, ne pas nous confronter dès le plus
jeune âge à la réalité de ce qui est dur et notamment la confrontation physique, c'est ne pas nous forger correctement pour affronter les difficultés. Alors qu'à l'inverse, nous apprendre à nous confronter est une clé extraordinaire. Et je vais vous dire clairement ce que j'en pense. Un cadre martial, pour moi, à la fin d'un cours, quel que soit l'âge des jeunes, prenez des jeunes de 12-13 ans qui sont en train de s'embrouiller au collège, à la fin de chaque cours, tous les jours, toutes les journées, elles se terminent par 30 minutes, on va sur un ring, et soit on se défoule parce que ça nous fait du bien, parce que c'est bon de faire du sport, et au lieu de faire des trucs où on se monte là, on se met des pyramides de gymnastique qui n'en sont pas vraiment, on monte sur des poutres, on ne sait pas le faire, enfin, des trucs qui font pas de sens, parce qu'honnêtement, les programmes sportifs ont pas vraiment de sens, sont pas très fonctionnels, on t'apprend pas à t'assouplir, des trucs qui seraient utiles pour ta santé, bordel de merde. Non, ça, on le fait pas, excusez-moi d'être un peu cash là-dessus, mais la santé m'importe beaucoup. Non, on apprend des trucs qui sont inutiles, on fait pour faire en réalité. Alors, encore une fois, c'est des gens bien intentionnés, je suis pas en train de vous blâmer si vous êtes dans l'éducation nationale, vous faites ce que vous pouvez, mais admettez que votre écosystème n'a pas évolué pendant des décennies et admettez qu'il est inapproprié à ce dont on a besoin à l'âge adulte ou à l'état adulte, et je trouve ça dommage. Donc au lieu de ça, 30 minutes tous les soirs, on se fout sur la gueule, mais dans un cadre martial. Donc tu vas mettre un casque, tu vas mettre des gants, tu vas mettre un protège-dents, et on va t'apprendre des règles. Et ces règles, c'est quoi? C'est celles que j'ai apprises quand je faisais du taekwondo quand j'avais 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on m'a appris à respecter le sensei, alors ça s'appelle pas comme ça dans les sports sud-coréens, mais peu importe. On m'a appris à respecter les anciens, ceux qui avaient une ceinture qui était plus qualifiée que la mienne, mais également ceux qui avaient une plus petite ceinture et donc une moins bonne qualification. On m'a appris à ne jamais frapper quelqu'un au sol, à ne jamais faire un usage disproportionné de la violence. On m'a appris à écouter ce que l'on me disait, à être cadré, à saluer, à être patient, à pouvoir être à genoux, assis sur mes genoux pendant 30 minutes, pendant que quelqu'un faisait un exercice donné et qu'il était en train de faire une démonstration. C'est hyper structurant en réalité. Et dans la rue derrière, ça m'a servi à ne pas faire un usage excessif de la violence, bien que systématique nous y reviendrons, mais pas excessif ou disproportionné, parce que je n'en avais pas besoin, mais surtout parce que j'avais cette petite voix martiale qui avait été mue par un enseignement et par un cadre. Qu'est-ce que vous pensez que feraient au conditionnel deux jeunes de 12 ou 13 ans après s'être embrouillés dans la classe au collège, si à la fin de la journée, ils avaient l'occasion de se confronter dans un cadre martial et structuré, avec donc quelqu'un qui est là pour les encadrer et qui leur apprend cette confrontation? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer après avoir passé 30 minutes à suer? En plus, c'est relativement cardiaque quand on se confronte physiquement, à prendre des coups, à en rendre, à tomber, à se relever, etc. Mais ça crée une complicité dont vous n'avez pas idée. Moi, j'ai écumé les clubs de sport de combat, d'arts martiaux, j'en ai fait plein de sortes. En effet, du taekwondo pendant longtemps, mais également de la boxe anglaise, du kickboxing, du full contact, de l'apkido Jin Jung Kwan, etc. J'ai essayé plein de sports de combat, beaucoup de sports de contact. Mais vous savez ce qui se passe dans les vestiaires, c'est qu'on crée une espèce d'unité qui est incroyable. La réalité, elle est là. Pourquoi? Parce qu'on sue ensemble. Et même si on se confronte ensemble et que parfois on a un agacement, je ne dis pas que c'est idéal, je ne dis pas qu'il n'y a pas des débordements, mais majoritairement, quand vous rentrez dans ce genre de club, il y a une espèce de culture du respect qui s'instaure. Et tous les jeunes, et vraiment, allez même par exemple, parce que je sais que c'est clivant en ce moment ce sujet, allez dans une banlieue par exemple, moi j'ai beaucoup boxé dans des quartiers un peu chauds, vous allez dans une banlieue, tous ceux qui font de la boxe et qui pratiquent les combats, etc., ne sont impliqués dans aucune problématique, par exemple, de drogue, de délinquance, etc. Aucune. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cadre que les autres n'ont pas. Ça vous donne un putain de cadre. Donc j'estime que ce serait fondamental que l'éducation nationale décide d'apprendre à nos jeunes le plus tôt possible à se confronter pour qu'ils augmentent leur confiance en eux, notamment. Parce que ça a un impact énorme sur la croyance que l'on peut résister à un assaut et notamment se défendre, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, pourquoi? Parce que moi j'ai vu des amis au bord du suicide toute ma vie, que j'ai aidé, et c'est pour ça que j'ai passé mon collège et mon lycée à me battre notamment, parce que j'ai des amis qui avaient pas ça en eux, et qui rentraient dans le vestiaire, qui avaient une peur panique. Et je sais qu'ils regardent cette vidéo, j'ai gardé des amis de longue date moi, et je vais pas les citer bien évidemment, je vais pas les mettre mal à l'aise, mais qui étaient là et qui avaient peur de rentrer dans ce putain de vestiaire. Pourquoi? Parce qu'ils se faisaient agresser, parce qu'ils se faisaient tabasser. Et maintenant qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, il y a un harcèlement par-dessus qui est encore pire derrière à la maison. Et ça, on n'en parle pas. Je dis que si ces jeunes avaient appris à se confronter très tôt, premièrement, ils auraient une posture plus confiante. Deuxièmement, leur agresseur serait moins agressif parce que dès le plus jeune âge, ils auraient appris à canaliser ça. Et on leur aurait donné des enseignements sur la gestion de conflits, sur les émotions, sur la communication, sur la violence verbale, mais également la violence physique. Au lieu de l'éluder comme on est en train de le faire et de surtout pas dire à des enfants que le monde est rude, mais qu'est-ce que tu racontes? Le monde est rude, le monde est violent. Moi, je pense à un rappeur palestinien qui est formidable, un petit jeune qui est incroyable, il fait des reprises connues, et d'ailleurs, il y en a une qui l'a fait exploser d'une chanson d'Eminem. Il est remarquable. Ce jeune-là, il a 12 ans, et il vous le dit, attends, je crois que ça s'appelle MC Abdul, mais je peux me tromper, je vous le retrouverai. Et en fait, il dit, ce jeune, dans ses chansons, nous, on est là, c'est la guerre, ces trucs, il est conscient de cette réalité, et il s'en sort, et il avance. Arrêtez de croire que les êtres humains sont en sucre. Les enfants, par exemple, sont des êtres vivants, certes qu'il faut protéger, mais il y a des limites. Les protéger en ne les exposant pas à une réalité qui est déjà dans leur quotidien et qui sera dans leur quotidien, c'est en faire des jeunes qui seront faibles. Et en fait, le problème de cette faiblesse, eh bien, c'est qu'on ne résiste pas dans des temps forts en étant des gens faibles. Donc, on a besoin de rééquilibrer
comprendrez les choses. Et si vous n'avez jamais fait l'expérience de cette confrontation physique, soit avec vos enfants, soit vous-même, je vous invite à vous inscrire à un club de boxe là tout de suite maintenant. Alors j'ai parlé de l'art martial, bien que maintenant je préfère la culture nippone à la culture sud-coréenne pour diverses raisons. Mais voilà, en tout cas, une culture martiale c'est très bien. Mais là, il vous faut de la confrontation. Donc je vous dis pas d'aller dans un club de karaté parce qu'il en manquera un petit peu au début. Je dis pas qu'on va pas se confronter, mais suivant en plus le style que vous prenez, ça va être un peu distant. Non, il faut de la confrontation. Faut y aller pour vous rendre compte de ce que ça fait. C'est-à-dire vous mettez des gants, vous allez dans un club de boxe, vous faites une initiation, c'est gratuit, vous en prenez plein la gueule, vous rendez quelques coups, même si vous ouvrez la lèvre, putain, vous n'êtes pas en sucre. Quand vous allez rentrer chez vous, je vous le dis, croyez-moi, et après revenez en commentaire expliquer ici, il va se passer un truc chimique. Vous allez augmenter votre confiance en vous de façon considérable. Vous allez vous dire, putain, c'est incroyable, il avait raison. En réalité, je peux. En réalité, je peux être solide, moi aussi. Il suffit pas d'avoir une voix grave et d'avoir des épaules pour être costaud. Non, non, non. Vous, monsieur, vous, madame, vous, jeune homme, vous, jeune fille, oui, vous pouvez avoir le charisme de vous défendre et notamment d'avoir la confiance en vous inhérente à cette réalité, à cette expérience vécue. Si vous ne l'avez pas vécue dans le passé, catalysez-la dans le présent. Voici ce que j'ai à vous dire sur la thématique de la violence, ce que je pense que nous devrions faire et la manière dont on devrait l'aborder, parce que c'est une réalité de nos vies quotidiennes. L'éluder ne fait pas de sens. Apprendre à le dompter, ça en fait, pour justement en faire un usage proportionné et apprendre à se cadrer, à se contrôler et à savoir comment ça fonctionne quand on se confronte physiquement avec quelqu'un d'autre. Donc clairement, ceci étant dit, bien, je vais vous donner quelques exemples de ma vie personnelle parce que ça va vous permettre de comprendre d'abord le parcours que j'ai fait personnellement à l'égard de cette thématique de la violence, mais également pour vous permettre de l'appliquer à votre propre vie et de vous dire dans telle ou telle situation comment on pourrait réagir. Peut-être que vous aviez, avant de regarder cette vidéo, cette aversion classique française de la violence comme étant un sujet qu'il faut surtout pas évoquer et quelque chose de systématiquement mauvais. Eh bien, je vais essayer, si c'est pas déjà fait, de vous prouver par des exemples concrets que ça n'est pas aussi simple que ça. Un jour, alors parmi les dizaines de confrontations physiques que j'ai eues, je devais avoir 20-21 ans, je sors d'un bar, le Saint-Patrick, rue des Martyrs de Vingré d'ailleurs à Saint-Étienne, pour ceux que ça intéresse, et je suis avec une quarantaine de personnes de ma promo, de la promo de ma petite amie de l'époque d'ailleurs, qui était avec son chien, un braque allemand magnifique, et on sort du restaurant, on est avec un rhumatologue qu'on adorait, j'adore toujours d'ailleurs, qui était un enseignant super marrant, super sympa, et du coup il était tellement cool qu'il sortait boire des bières avec nous, bref, des étudiants qui sortent boire un verre avec le prof, et on termine, et on arrive dans la rue, à une trentaine de mètres devant moi, je suis avec des amis, on discute, je vois que un type apparaît, alors le style pingouin classique, hein, qui marche comme un pingouin, j'ai jamais compris en termes biomécaniques pourquoi ils font ça, bref, avec son survêt et sa casquette, et il commence à mettre des coups de pied au chien de ma petite amie. Premier trigger, je vous parle souvent des activateurs, les triggers, pas bon pour une chose très simple, c'est que moi je déteste l'injustice, et quand on s'en prend à quelqu'un qui est plus faible que soi, ça me titille un peu, j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut pas faire devant moi. Donc là, pas bon du tout. Je suis le style de mec, quand je regarde Braveheart, un film magnifique avec Mel Gibson, à tourner la tête quand je vois les animaux qui sont en train de s'empaler, les chevaux par exemple, en temps de guerre sur le terrain. Par contre, quand c'est des hommes qui se confondent, je tourne pas la tête, vous voyez. Donc ça, c'est pas bon du tout. C'était déjà une première erreur grave qui aurait catalysé chez moi une réaction violente. Mais il n'y a pas eu que ça. Ma petite amie le pousse, il tombe et il commence à la rouer de coups. Mais quand je dis rouer de coups, c'est pas juste un ou deux. Il la roué de coups, du coup elle tombe elle aussi, et tout ça se passe en moins de 5 secondes. On va mettre pause 2 minutes. Juste on met pause. Qu'est-ce que vous pensez qu'un être humain normal ferait, naturellement? Qui veut gagner des millions? Tic, tac, je vous laisse réfléchir. Réponse A, amour. Hein, ça c'est les biens pourcents de Paris qui sortent pas de chez eux là. B, bisounours. Hein, je sais pas, peut-être. Ça sera d'ailleurs la miniature et la vignette de cette vidéo. J'aime bien les bisounours. C, pas de couilles. Ça peut être une réponse aussi. Bah non, la réponse D, classique, on le défonce. Et je suis désolé de vous le dire aussi brutalement, bien évidemment que je saute dessus. Et là, on va mettre pause encore une fois 2 minutes. Parce que, bien évidemment, c'est ce qui s'est produit, peu importe. On n'est pas là pour raconter les faits d'armes. Ce qui compte, c'est que vous compreniez que ça serve le propos. Pourquoi je vous dis bien évidemment on fonce dans le tas? Parce que votre conjointe, dans ce cas-là, et mon ex-petite amie à cette époque-là, elle n'attend pas de vous que vous ayez gain de cause. Et ne vous trompez pas, messieurs, et là je m'adresse à vous, messieurs. Ne croyez pas qu'elle attend de vous que vous soyez Rambo, c'est pas vrai. Et il y a plein de femmes qui sont en train de regarder cette vidéo qui peuvent témoigner. En effet, Dompé, t'as raison, on n'attend pas du tout de notre homme qui soit un guerrier, combattant, etc. Mais à minima qui nous défende. C'est chimique, c'est hormonal, et si vous le refusez, je suis désolé de vous dire qu'il y a beaucoup plus de méta-analyses qui vous prouvent que vous êtes des gros cons et que vous avez tort, que vous avez raison. Donc en réalité, il faut quand même accepter, je parlais d'ADN, je parlais de génétique, et maintenant je parle d'hormones, le fait que c'est un mécanisme inexplicable, mais si vous ne la défendez pas et que vous êtes prostré dans votre peur, sur votre téléphone en train de trembler, d'appeler la police, parce que Dompé t'a dit l'état de droit, oui mais justement,
L'état de droit, j'ai dit tout à l'heure, et regardez, il y a un lien dans tout ce que je vous raconte, je vous ai dit, nous allons en reparler. Certes, il n'est pas sorti du ciel, ça n'est pas un rapport déiste que nous devons avoir à la justice, nous l'avons créé de toutes pièces. Et donc la base de cette justice auquel on accorde en tant qu'individu et quand on s'agglomère en tant que société pour nous représenter à ce niveau-là, c'est nous qui leur avons donné ce pouvoir-là. Donc le premier à avoir un droit de défense naturelle et d'acte de violence quand c'est contextuel, c'est Bibi. On appelle ça d'ailleurs la légitime défense et il y a des pays dans lesquels on a une médaille pour ça, j'en parlais, dans certains amendements aux États-Unis, on a un droit de création de milices carrément, tellement ils ont compris que c'est un droit fondamental. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que du coup on peut en discuter. Donc en réalité, j'aimerais vraiment que vous compreniez que si vous ne faites pas ça, je sais moi, le genre de personne et le genre de message à qui ce genre de jeune femme finit par envoyer des messages derrière pour trouver le charisme qu'elles n'ont pas dans leur lit. Donc faites attention, vraiment, je vous le dis messieurs, c'est ayez à un moment donné le minimum de courage de défendre les gens qui comptent pour vous. Comment, devant une telle scène, un chien en train de se faire agresser, une jeune femme en train de se faire tabasser, en plus il se trouve que c'est votre conjointe, vous sautez pas dessus. Mais bien évidemment que vous sautez dessus. Je n'ai pas dit pour avoir gain de cause, mais à minima pour faire l'acte nécessaire de défendre les vôtres. Et si vous finissez 3 semaines à l'hôpital, je vous le dis, votre conjointe ne vous en voudra pas. Elle dira que vous êtes une personne formidable et que vous êtes tombé sur des monstres qui étaient 4 contre vous. Parce qu'en effet, en réalité, ils étaient 4. Donc, ils ont très mal terminé. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai eu de la chance. Alors si, on va en parler quand même parce que les mecs aiment bien les faits d'armes tronqués, le storytelling qui les arrange. Je suis pas un caïd qui est super fort, etc. J'ai eu de la chance. Quand on se bat avec 4 personnes, ils vous sautent pas les 4 en même temps dessus. Quand on se bat avec 4 personnes, il y a des gens dans la rue, il y a des passants, il y a un poteau, il y a ci, il y a là. 2 d'entre eux étaient de surcroît éméchés. Donc en vérité, vous devez bien comprendre que c'est pas parce que j'étais doué que j'ai pu m'en sortir, entre guillemets, victorieux, puis vous voyez ma tête, hein, après 20 ans de sport de combat et de bagarre dans la rue, visiblement j'ai eu gain de cause assez souvent, c'est la réalité, mais j'ai eu que du cul, c'est de la chance. J'ai aussi beaucoup d'amis qui ont fait des bagarres, vraiment des anecdotes, des trucs rigolos comme ça dans un bar, et ça a terminé ouvert comme ça, la bouteille cassée sur la tête, j'ai eu une chance inouïe. La conclusion de cette rixe, c'est pas Dompé il est fort, non, c'est Dompé il a eu du cul. Et il a eu du bol, soit de pas leur faire trop mal, soit de pas se faire lui-même blesser, et donc que ça finisse très très mal. Mais c'était ce que j'avais à faire, je suis très fier d'avoir su réagir de manière proportionnelle et justement légitime à ce moment-là pour défendre ma petite amie, et d'ailleurs, ça s'est terminé dans une certaine forme d'intensité, puisque je me suis retrouvé avec ces 4 abrutis, toute ma classe autour, tout le monde prostré, c'était une scène qui est devenue une légende urbaine d'ailleurs, je m'en serais bien passé, et donc l'un d'entre eux me saute dessus, je le fais tomber, bref, et là, forcément, je commence à m'énerver très très fort, et c'est la BAC qui m'a arrêté, l'un des membres de la BAC m'a dit écoute, ça suffit, je pense qu'ils ont compris, on va prendre la main. Donc ça s'est terminé comme ça. Mais vous voyez, encore une fois, c'est ce genre de situation, ce qui peut légitimer un usage de la violence ponctuel et contextuel. Est-ce que je fais l'apologie de la violence systématique? Non. Est-ce que je fais l'apologie d'une capacité de se défendre de manière ponctuelle? Oh que oui. Et je pense que nous devrions, les amis, reprendre cette réalité qui faisait de nous, et je suis obligé de parler à l'imparfait, ça me transcende d'être obligé de dire ça, qui faisait de nous des êtres humains, des hommes et des femmes qui ont la capacité d'avoir une certaine posture, un certain charisme, et qui ne courbent pas les chines toutes les 4 minutes. Donc en effet, vous venez de voir par cet exemple-là que dans un certain contexte, on peut tout à fait défendre et comprendre l'usage de la violence et la capacité de se défendre physiquement. Maintenant, en cours de route, j'ai compris que je ne voulais plus faire un usage systématique de la violence comme un outil punitif. J'ai bien dit punitif, puisque j'étais toujours là-dedans. Pour défendre les autres, me défendre moi, ou dans des situations qui étaient complexes. J'ai décidé de ne plus en faire un usage systématique avec le temps, notamment parce qu'un jour, ma maman m'a vu souvent punir des gens physiquement, une dizaine de fois je pense, et un jour il y avait 2 types en scooter qui lui ont manqué de respect, qui l'ont insulté, bon je leur ai couru après, etc. Et bref, à un moment donné, on se retrouve là, ils sont tous les 2 devant moi, allongés par terre, l'un des 2 je le mets en PLS, en position latérale de sécurité, parce que étant donné que je suis quelqu'un de bienveillant, c'est-à-dire que je ne vais pas à l'excès me défouler sur quelqu'un, plus que de raison, parce qu'il y a quand même une limite, je suis pas un animal. Mais pour le coup, quand je le mets en PLS, mettez le type sur le côté dans sa position, en le faisant, vous savez, les Américains ont un mot, ils appellent ça un defining moment. En français, on va dire un moment de révélation. Un moment où tu le vois faire, t'as l'impression, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, t'es pas dans ton corps, tu le vois faire. Et tu dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Et là, je me suis dit, Dompé, il y a un truc qui va pas. T'es pas en train d'éduquer ces gens-là, t'es en train de te défouler. T'es pas en train d'être proportionnel, t'es disproportionné. Il y a une insulte, certes, ils ont manqué de respect à ta maman, grillé une priorité, bah pour ça ils méritent une amende. Il y a des lois pour ça justement. Ils ont mal parlé en effet à quelqu'un qui est très cher pour toi, qui est non seulement une femme mais c'est également ta mère. Ça active un petit peu les choses. Certes, ça t'énerve, mais au final, tu peux passer outre. C'est des petits cons, tu vas pas changer leur vie, tu vas pas changer leur état d'être, tu vas pas changer leur éducation. Donc au final, tout ça n'avait pas de sens. Et j'ai commencé à me dire ça sur le moment. Et en plus, comme j'ai crié 300 mètres pour les arrêter et qu'ils s'arrêtaient pas, j'ai perdu ma voix. Sauf que j'allais la semaine d'après, 7 jours après, à Madrid. Je montais sur scène devant 10 000 personnes pour faire une traduction d'une formation en français en simultané. Je parlais en anglais.
La personne parlait en français, je parlais en anglais, il parlait en français, je parlais en anglais. On faisait un ping-pong comme ça. Ça demande de l'intensité, ça demande une voix, ça demande tout. Et c'était aussi la conclusion de l'influence et de l'impact que je souhaitais avoir à grande échelle. C'était une forme de récompense du travail de certaines années. Et j'étais en train de tout gâcher. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'avais passé une mauvaise journée, que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et que je me suis malheureusement mal comporté sur ce moment-là, parce que je ne suis pas fier de ça. Et je vous le confie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je le dis, j'ai des regrets. Quand on vous dit on n'a pas de regrets, il faut pas avoir de regrets, il n'y a rien de plus con. Bien évidemment que j'ai pas de regrets dans la mesure où tout ce que je suis aujourd'hui est la conséquence de ce que j'ai fait dans le passé et des conclusions et des analyses que j'ai pu faire. Mais malgré tout, je regrette. C'est-à-dire que cette situation-là, j'aurais aimé qu'elle se passe autrement. Parce que c'est pas une situation où j'ai réagi avec une certaine forme de sagesse, j'ai réagi de façon disproportionnée et j'ai donc promis à ma maman, comme j'ai fait des promesses souvent à ma mère, moi, à 6 ans la première fois, à 12 ans, à 25 ans et à 30 ans. Et à chaque fois, ça a tout changé pour moi ou pour nous d'ailleurs. Et parce que je ne conçois pas de ne pas tenir ma parole, mais alors encore moins avec ma maman. Et donc je lui ai dit, j'arrêterai de me battre et je ne le ferai qu'en cas d'extrême urgence. Et je suis fier de vous dire qu'à partir de ce jour-là et pour les 9 années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais levé la main sur personne parce que j'ai pris le contrôle à la fois sur mes émotions, mais sur cette thématique de la violence en tant qu'une réponse punitive telle que je l'utilisais et que j'ai appris à la dompter. Donc si vous vous demandez pourquoi, notamment j'ai moi personnellement été très souvent dans des situations de confrontation physique, il faut comprendre que lorsque j'étais jeune, j'ai déménagé 15 fois en 18 ans, dans 5 régions de France. Ça, c'est intense. Que j'ai fréquenté en étant jeune des quartiers plus ou moins sains, plus ou moins calmes. Par exemple à Lyon, les Vignatiers, le Mas du Taureau, etc. La Croix-Rousse dans certains endroits qui étaient plutôt calmes dans certains endroits, un peu moins dans d'autres. Et donc forcément, je me confrontais pas mal. J'étais dans un collège avec des gens qui venaient à la fois d'un domaine privé, donc qui payaient pour être là, mais également des gens qui venaient d'une ZEP. Et donc il y avait un mélange de ces communautés-là. Ça a été génial puisque ça m'a aidé à grandir et à comprendre plein de cultures. Il y a eu plein de points positifs, mais l'un des points négatifs, c'est que socialement, et j'utilise bien le mot socialement, et non pas culturellement, religieusement, je rentre pas là-dedans, socialement, il y avait un conflit permanent, du racket, etc. Et donc forcément, il y avait soit à se défendre, soit à défendre les autres. À l'âge adulte, je me suis retrouvé dans des situations fréquentes, par exemple, quand j'étais, je sais pas moi, dans le milieu de la nuit par exemple, je sortais avec mon ami qui a une tête de moins que moi et qui est relativement fin, on emmenait des filles d'un enterrement de vie de jeune fille dans notre restaurant, on les accompagnait en boîte de nuit, vous vous doutez bien, des mecs bourrés, des filles de partout, deux types qui les accompagnent, dont un des deux est tout fin et fait une tête de moins que moi, déjà que je fais 1m70, évidemment, c'était de la confrontation physique récurrente, c'était de l'agression tout le temps. Donc comprenez qu'il y a eu plein de scènes qui m'ont amené à catalyser certaines rixes, et notamment quand vous êtes dans le monde de la nuit, dès que les gens sont alcoolisés, c'est relativement violent. Donc quand vous bossez dans ce monde-là, forcément vous vous confrontez. Parenthèse terminée, comme ça vous comprenez, pourquoi je me suis confronté souvent à des rixes ou à des heurts physiques dans la rue. Ceci étant dit, j'ai maturé, et ces dernières années, j'ai changé de stratégie totalement. Parce que j'ai compris notamment que mon attitude, ma posture, ma réaction, mes regards, tout pouvait un petit peu envenimer une situation, bien que je n'en ai jamais provoqué de ma vie. Jamais. J'ai toujours été en réaction, mais par contre, cette réaction eût pu être évitée si j'avais accepté de courber les chines dans certaines situations. Donc à une époque, par exemple, quand j'étais dans un bus, dans le 43 en direction de Vèze à Lyon, je me suis battu je sais pas combien de fois dans ce bus-là, parce que raquette, etc., t'es au fond du bus, t'en prends plein la gueule, ça a toujours été comme ça là-bas. Eh bien, qu'est-ce que je faisais? Je me mettais au fond du bus systématiquement. Donc il y a deux types de jeunes. Il y a celui qui a 17 ans, il se fait agresser au fond du bus, il est terrorisé, il monte plus dans le bus, ou quand il monte, il se met au premier rang. Et il y a Dompierre, et j'avais ce truc de petit con, parce que c'est vrai que j'étais un petit con, de me dire comment ça, moi, on va me dire si j'ai le droit ou pas de m'asseoir quelque part. J'aime bien voir ce qui se passe dans une pièce et la couvrir du regard, comme en classe, j'ai toujours eu des bons résultats, mais j'étais toujours au fond, c'est comme ça, parce que j'aime voir ce qui se passe, eh bien je me mets au fond du putain de bus et tu vas pas m'en empêcher. Mais le problème de cette attitude, c'est que c'est pas courber les chines, c'est pas s'adapter à l'agressivité potentielle de nos interlocuteurs. Et il y avait rien d'intelligent là-dedans, parce que du coup je me confrontais souvent. Parce que des gens qui venaient, qui disaient tiens on va l'emmerder, lui il est tout seul, et c'était récurrent. Donc j'ai compris qu'on avait quand même un rôle à jouer dans notre attitude, nos choix de vie, si on voulait avoir une vie plutôt conflictuelle ou une vie plutôt calme. Et je peux pas à moi tout seul porter le syndrome d'un justicier qui réglerait tous les problèmes, c'est pas possible. J'avais ça très jeune, pour des raisons historiques et aussi d'observation, de duplication, de choses que j'ai pu voir dans mon passé ou par procuration dans ma famille, mais ça encore une fois ça me regarde et l'intimité des miens, mais en effet j'ai compris après coup que je ne pouvais pas faire ça, et que c'est pour ça qu'existait l'état de droit et la structure juridique d'ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me bats plus en ce sens, et que je suis bien plus
actif dans la défense de la pédagogie que de la confrontation physique. Toujours est-il que je me suis retrouvé dans des situations avec le temps où j'ai eu à bomber le torse pour qu'on évite que ça parte en bibrine, comme on peut le dire, mais où je n'ai jamais levé la main sur personne. Et les 2 dernières, c'était cette année. Il y en a une des 2 où j'étais avec quelqu'un, d'ailleurs, qui a posé le téléphone sur le panier de fruits et qui m'a dit « je te suis parce que je sens que ça va mal finir ». En fait, on a devant chez nous, j'ai un immeuble familial, et devant chez nous, devant le portail, souvent des gens qui se garent, qui se mettent là, et c'est un vrai sujet qui nous agace. Pourquoi ? Parce que à qui fume, qui monte par-dessus la barrière pour regarder la vue à 180 degrés, je le sais qui est belle sur les montagnes ou même sur notre piscine pour le coup, c'est pas très agréable en termes d'intimité, ou alors à qui se gare, qui se barre, et toi t'es bloqué chez toi, donc rendez-vous médical non honoré parce que tu peux plus sortir de ta maison, c'est relativement désagréable. Personne ne m'en voudra d'être un peu agacé du fait de ne pas pouvoir sortir de chez moi parce que des gens se garent devant chez moi et se barrent sans aucun problème en toute impunité, et donc je suis bloqué littéralement à mon domicile. C'est quand même relativement grave. Donc en effet, grave. Dans une certaine mesure, mais dans sa vie quotidienne, ça a de l'impact. Et donc, vous comprenez bien que c'est un sujet qui nous agace. Et là, on discute, on mange, et on voit 2 types avec une nana et une voiture qui sont garés en haut. Et je dis, écoute, je vais monter parce que là, ça suffit. Et au moment où je dis ça, elle s'est dit, attends, je vais poser le téléphone, je vais filmer parce que je pense qu'il va s'énerver. Et en vérité, pas du tout. Parce que je suis devenu une personne qui contrôle les situations et qui a conscience du process en entier, de la pertinence ou pas, du risque ou pas, de catalyser ce genre de mauvaises interactions ou de catalyser une bagarre pour rien. Donc, je suis arrivé au portail de la maison et je leur ai posé la question suivante. Est-ce que vous avez un souci avec la voiture ? Je suis venu pour voir si je pouvais vous aider. Et vous savez, j'ai jamais vu des gens se sentir aussi merdeux, parce que c'est le mot, quand j'ai dit ça. Évidemment, ils s'attendaient à quoi ? Un voisin qui arrive la gueule enfarinée en disant « Vous êtes devant chez moi, c'est une propriété privée, vous n'avez rien à faire là ». Ce qui est vrai, au passage. Eh bien non. Comme je leur ai demandé si je pouvais leur filer un coup de main, la fille qui était avec eux, elle s'est tout de suite interposée en disant « Écoutez, on est désolé, je suis votre voisine. » Info importante. Vous savez que les voitures, elles passent vite ici, on s'est mis là pour discuter, mais vraiment pardon. Et j'ai juste rajouté, parce qu'il faut quand même avoir un process un peu éducatif dans ces cas-là, je vous avoue que ça nous embarrasse beaucoup parce qu'on a tout le temps du monde ici, et parfois on est bloqué à la maison quand les gens se garent là et s'en vont, on peut même plus sortir de chez nous, mais dans votre cas, je n'attends personne, vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. Et donc au final, maintenant je croise la voisine, ça se passe bien, c'est sympa, et ça évite quoi ? L'effet domino, les amis. Parce qu'admettons que les 2 individus qui essaient de faire les malins devant la jeune fille me parlent mal. Bon, allez, ça finit en bagarre, je les punis, comme d'hab, c'est super, on est content, et en fait on est content de quoi ? Ils savent où j'habite, ils peuvent appeler la police, porter plainte, ça peut mal finir, je peux tomber aussi, ce qui est rare, mais sur des mecs entraînés, ça finit mal pour moi, donc je me blesse, etc. C'est pas cool, personne n'a envie de se faire tabasser, donc on ne sait jamais, hein, ça peut arriver à n'importe qui. En plus de ça, dès que je fais une soirée pizza à la maison, parce que j'ai un four au feu de bois, j'adore faire ça avec mes amis, je mets un peu de musique, et évidemment, les voisins ils vont appeler la police en disant ça fait trop de bruit. Vous voyez, ça va être une espèce de... on va envenimer la situation, une espèce de cycle vicieux, au lieu d'être un cycle vertueux. Alors que depuis, quand je croise cette voisine, parfois l'autre jour elle était avec son frère, je crois, eh bien elle a dit « Ah tiens, c'est le voisin super sympa que j'ai vu l'autre jour, etc. » Et au final, on discute entre nous, on s'entraide, on a eu récemment un problème, un vol de la poubelle, ce genre de truc qui se passe dans la rue. Bon, eh bien, il y a une espèce de solidarité qui s'active. Elle dit « Mais non, mais mettez-le chez nous, on a de la place, il n'y a pas de problème, je la sors à 19h, etc. » Et au final, eh bien, tout se passe très très bien, il y a une bonne entente parce que j'ai eu une posture qui était empathique et bienveillante et non pas agressive. Tout le monde aurait compris que je sois agressif à ce moment-là. Tout le monde. Vous êtes humain. Me racontez pas qu'en voiture vous vous énervez jamais. Vous savez ce que je veux dire. Je dis en voiture, mais c'est à peu près le même genre de situation. Tout le monde aurait compris que je me sois agacé à l'encontre de ces personnes-là. Eh bien, ne pas l'avoir fait, ça a totalement changé la courbe de nos relations et la situation en tant que telle. Et donc, avec l'effet domino, ça aurait pu catalyser bien autre chose d'ailleurs. Et si vous comprenez la morale de l'histoire, eh bien je vais vous confier la dernière histoire vécue en date à la fin de cet été. C'est celle sur Instagram qui a catalysé vos demandes sur la thématique de la violence. Parce qu'en effet, c'est assez atypique. Alors, je sors d'un tailleur parce que je récupère un costume pour le mariage d'un de mes meilleurs amis et associés. Et je vois au loin une trentaine de personnes à Nice sur la rue piétonne. Et donc je m'approche, je crois qu'il y a un concours de breakdance. Moi j'aime bien le break, donc je dis je vais regarder, on sait jamais, je fais de la gym, c'est pas pour rien. Je fais des handstands et le but c'est de faire des vrilles et des air flares, vous le savez. Donc je me suis dit je vais peut-être regarder un truc sympa. Et non, c'était pas ça, c'était un individu, un homme, une tête de plus que moi, asiatique, cheveux avec une queue de cheval en arrière et puis relativement costaud, en train d'hurler sur une jeune femme frisée avec son bébé dans le berceau. Donc là évidemment la scène est assez particulière. Ça me tend un peu rien que de vous en parler parce que, a priori, de base, moi, quand je vois une scène comme celle-ci, je fonce dans le tas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de discussion. Le type, il en prend plein la gueule, je vais même pas parler une seconde. Mais c'est Dompierre version 3, d'accord ? C'est le contrôle de l'acte violent et de sa capacité de réponse punitive physique en tant que quelque chose qu'on utilise proportionnellement dans un bon contexte et quand c'est utile, donc le moins possible. Et c'est ça que je veux être aujourd'hui, avoir la sagesse de prendre le recul que je vais vous énoncer maintenant. Donc je me présente devant cette personne-là, d'ailleurs j'ai fini sur TikTok, puisque il y a une jeune fille de notre service RH, Émilie, le lendemain, qui m'a dit « Dompé, je t'ai vu sur TikTok, il y a
a une fille qui a dû filmer en mettant il y a qu'un type qui s'interpose, etc. Alors oui, je suis très déçu de voir que la plupart des gens dégainent plus vite leur téléphone que leur courage ou leur couille. Ça m'embarrasse beaucoup, je vous le confie, mais c'est la réalité, elle est liée à tout ce que j'ai raconté au début, évidemment. À force de faire le déni de la violence comme existant dans notre vie et nécessitant de la dompter, eh bien on n'est pas capable d'en faire usage à aucun moment et d'avoir aucune forme de charisme derrière, parce que quand je parle de violence, je parle de ça comme un précédent de contact physique, catalysant le charisme et la confiance en soi, qui est utile dans la vie de tous les jours. Parenthèse terminée, je m'approche donc, et là c'est important, donc je vais vous expliquer comment je le fais, parce que je vais vous donner des clés qui peuvent vous servir. Premièrement, je fais pas des gestes brusques, donc le non-verbal, il est calme, il est apaisant, des gestes vers le bas, inclusifs, et je fais pas des gestes au-dessus de l'épaule ou au-dessus du regard, parce que c'est hyper agressif, les gestes comme ça peut tout de suite activer la personne. Donc déjà, ma gestuelle, mon comportement est calme, je m'approche, je statut de la situation, je me mets entre les deux, je mets juste la main sur le type, pas au niveau du col parce que c'est agressif, la partie jugulaire, carotide, c'est sensible, attraper quelqu'un au niveau du col en plus c'est humiliant, mais juste à l'avant de son épaule, c'est con mais ça compte, et donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Simplement, je leur dis écoutez, je sais pas ce qui se passe ici, mais la situation elle est pas normale, on est dans la rue, monsieur je vous demande de vous calmer, la dame est en train de vous supplier de la laisser partir, on va la laisser partir, et on va discuter. Et là, il me fait un geste brusque, il m'enlève la main, mais je fais ce que je veux, qui tu es, bref, vous voyez la scène comme elle peut se produire, et là j'avais deux choix. Soit le truc du Dompé 1.0, c'est-à-dire la version d'avant, j'aurais dit écoute, tu bouges, tu la touches, je te pulvérise, parce que c'est clairement ce que j'aurais fait si j'avais pris le temps de parler, ou le Dompé 3.0. Et donc en 3.0, je l'ai regardé et je lui ai dit écoute, je comprends ta situation, je suis un homme comme toi, je pense très sincèrement qu'elle t'a fait les pires crasses et on n'a jamais le droit de rien dire, etc. Donc je pense complètement pas ça. Hein. Mais il fallait bien, là c'est comme quand on résout une crise comme celle-ci, c'est tous les moyens sont bons, d'accord? Là il fallait protéger une femme et son bébé quand même dans ma tête. Donc là tu peux utiliser tous les moyens. C'est comme quand un type est en train de faire une négo avec un abruti qui veut se foutre en l'air avec je ne sais quelle bombe en haut d'un immeuble par exemple. Bon en principe tu lui dis tout ce que tu peux lui dire pour qu'il s'assoie et qu'il arrête ses conneries. Bah là c'est pareil. Et donc je lui ai dit t'inquiète pas, je comprends, juste viens on se pose, on en parle et qu'est-ce qui se passe? Le fait que je me sois pas mis en mode agressif, mais que je me sois mis en mode empathie, en lui disant je te comprends, elle t'a sûrement fait des crasses, c'est vraiment une mauvaise personne, mais viens on en discute tous les deux. Il s'est pas calmé de suite, hein, ça a mis du temps, mais il y a eu ça a été crescendo en fait, il y a eu des étapes, il s'est un peu calmé, et ensuite un peu calmé, donc ça fonctionne de faire ça. Par contre, il y a quelques prérequis. Le premier, c'est tout ce que j'ai dit au début, si vous avez aucun charisme physique, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous vous êtes jamais confronté, quand vous allez vous approcher, c'est pour ça que vous vous approchez pas souvent, vous allez trembler, vous allez avoir une montée de cortisol, une montée d'adrénaline et d'endorphine et vous allez complètement stresser, vous allez avoir la voix qui tremblote, vous n'allez pas être stable, vous n'allez pas être posé et vous n'avez pas du coup l'énergie qui est nécessaire pour le faire. Je vous avoue que cet individu, qui était en plus plus grand et plus costaud que moi, était dans une situation d'entre-deux, je le voyais bien. Il avait un regard qui était, vous savez ce genre de regard, peut-être que vous allez comprendre ce que je dis, qui était moitié j'ai envie de l'éclater ce chauve-là, et moitié, putain, il vaut mieux pas en fait. Et je voyais qu'il avait l'hésitation de la réaction qui était appropriée. Et étant donné que j'étais sympathique, que j'étais calme, et que je lui disais, mais je te comprends, franchement, je suis sûr que t'as fait des trucs horribles, honnêtement, je comprends, mais là, je comprends que t'as envie de lui crier dessus, t'as le droit, je vais pas te condamner pour ça, mais viens, on discute tous les deux, on la laisse partir, tu vas rien faire maintenant, tu veux pas lui taper dessus. Et en fait, en parlant comme ça, alors on l'a laissé partir, ensuite il a voulu la suivre, je continuais de le tenir sur l'épaule, et il y a des moments quand je voulais le rassurer où je mettais la main derrière l'épaule, c'est ce qu'on fait avec un ami, c'est donc un geste inclusif qui est respectueux puisque c'est un geste qu'on fait plutôt de manière affectueuse en principe et non pas agressif, et cette personne s'est sentie en confiance. On a parlé une vingtaine de minutes, alors bon, il m'a confié que elle le trompait avec son frère, qu'il voyait pas son gosse. Si c'est vrai, on peut comprendre la colère et donc l'agression verbale, pas physique, il l'a pas agressé physiquement, l'agression verbale qu'il y a eu derrière, on peut l'entendre en tout cas. Donc je lui ai dit écoute, si ce que tu dis est vrai, je le comprends, je l'entends, mais ta réaction elle est disproportionnée et dans un état de droit, un juge il te fera perdre la garde de ton gosse pour ça, parce qu'en réalité, il aura raison. Si tu ne sais pas te contrôler, qu'est-ce qu'on va faire? Quand ton gosse va malheureusement mal se comporter et ça arrive parce qu'il te fait des maladresses, tu vas lui foutre sur la gueule aussi? Est-ce que tu penses que c'est une solution? Eh bien non, ça n'en est pas une. Parenthèse là-dessus, mettez-vous accroupi, écoutez vos enfants, comprenez qu'ils ont leur propre filtre, qu'ils n'ont pas toujours de mauvaises intentions derrière l'usage de leurs actes, qu'ils ne se rendent pas toujours compte de manière manichéenne du bien ou du mal, qu'ils ont le droit de faire leur propre expérience et leurs erreurs, et arrêtez systématiquement de leur tabasser, de leur taper dessus ou de les tabasser quand ils font quelque chose de mal, tout ça parce que vous avez passé une mauvaise journée. Ça aussi, c'est l'importance de contrôler l'acte violent. Il n'a pas la place chez vous, l'acte violent. Comme ça, c'est clair. Il n'a pas la place à votre domicile. Il a la place pour vous défendre les vôtres ou défendre votre intégrité physique ou ceux que vous aimez, mais il n'a pas la place dans votre putain
putain de domicile. Jamais. Vous avez qu'à sortir, vous partez 3 jours, vous faites un marathon, j'en ai rien à foutre, mais vous ne faites pas ça. C'est vraiment un truc, je me permets la digression. Donc cet individu avait besoin d'entendre qu'il y avait d'autres solutions, et je l'ai calmé simplement en me mettant de son côté. La conclusion, elle est où? La conclusion, elle est assez simple. Messieurs et mesdames, lorsque vous vous faites agresser physiquement, eh bien, je vais vous accompagner dans un processus qui va vous amener à faire l'inverse de ce qui est attendu de vous. Lorsque, mesdames, vous vous faites agresser par quelqu'un, c'est le rapport de domination qu'il cherche, et je pense que si vous inversez le processus, j'en parlais d'ailleurs avec quelqu'un qui m'est cher très récemment, donc du coup je nourris le propos de cet exemple parce qu'il est très bon, eh bien si vous le prenez à contre-pied, vous allez l'étonner. Par exemple en faisant la fan, tiens, t'as l'air d'un rappeur que j'adore, viens on prend un selfie, c'est quoi ton Snap, c'est quoi ton Insta, t'es génial, t'es super, merci, je suis content de t'avoir rencontré. Si vous faites ça, en vérité c'est un individu, c'est un être humain normal, vous allez le paralyser. C'est ce que j'ai fait avec cet individu moi aussi, je l'ai paralysé. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à ce que quelqu'un s'interpose dans la rue, le blâme, lui dise que c'était une mauvaise personne, l'agresse physiquement, et au contraire je lui dis écoute je te comprends, je suis de ton côté, c'est normal, mais viens on en discute entre hommes et on arrête cette scène-là. Eh bien c'est la même chose que vous pouvez faire quand vous faites agresser. Et vous voyez, quand je vous parlais de l'éducation nationale et du rôle de cadrer de manière martiale l'usage de la violence physique et notamment de la capacité de se défendre, eh bien je pense qu'il y a aussi des capacités de se défendre intelligentes qui sont d'abord l'usage primaire. Mon père me disait toujours, mon fils, évite les conflits. C'est la meilleure manière de les gagner. C'est la meilleure stratégie militaire, c'est de ne pas se battre, en réalité. C'est pour ça qu'on a des armes de dissuasion massive. Vous savez, tout ça est très logique, en fait. Le monde s'est structuré de manière relativement logique quand vous y pensez. C'est nous, en tant que société, qui faisons des choses qui sont tout à fait pas logiques, mais en tant que groupe social dans le monde, les pays, etc., on fait des choses qui sont relativement naturelles et qui sont venues sur la base de notre expérience passée. Donc la dissuasion permet d'éviter le conflit, éviter le conflit reste la meilleure manière de le gagner. Parce qu'en effet, rentrer dans le conflit, c'est déjà trop tard. Donc si jamais vous êtes dans cette posture, la base, c'est évidemment fuir si vous le pouvez, mais l'autre base, si vous ne pouvez pas fuir, eh bien c'est d'affronter à l'inverse et de prendre l'attitude opposée que ce que votre assaillant attend de vous. Vous allez voir, 8 fois sur 10, ça va vraiment fonctionner. Parce que la personne va être surprise, vous allez apprendre à contre-pied, comme vous avez appris, et vous avez vu tous les prérequis d'avant, à vous confronter physiquement, comme vous avez confiance en vous, vous ne tremblez pas, vous savez que vous n'êtes pas une feuille morte, même si cet abruti décide de vous rouer de coups, vous savez que vous allez résister, que vous serrez vos abdos, vous protégez la tête, c'est la base toujours, et après le reste du temps, tout ça va bien se passer, vous aurez des hématomes, vous irez peut-être un jour à l'hôpital, ça peut arriver, mais vous n'êtes pas en sucre, vous savez au pire, des derniers éléments qu'il faut utiliser de capacité de se défendre et que vous pouvez du coup faire preuve de ces capacités physiques pour éviter que ce conflit vous incombe et que vous soyez malheureusement perdant ou ici perdante, puisque je vous l'ai dit, vous avez été nombreuses à me poser des questions sur cette thématique. Et je rappelle qu'un homme, qu'il fasse 2 mètres ou qu'il fasse 1,60 m, a toujours quelque chose entre les jambes de sensible. C'est une petite parenthèse d'ailleurs, mais vous savez, il y a des choses assez basiques à faire quand vous ne savez plus comment vous y prendre et quoi faire pour réagir. Et je sais que vous avez vécu pour certaines d'entre vous, ou certains aussi, mais je veux cibler le propos puisque c'est vous qui m'avez fait des retours à 90% féminins, vous vivez des choses pas drôles. Et je sais que ça peut être extrêmement troublant, que vous avez parfois eu des moments où vous êtes retrouvé paralysé, complètement apeuré, que vous avez vécu des trucs qui sont horribles. Moi j'ai des amis qui m'ont confié des histoires qui sont vraiment incroyables. Je peux même pas vous les raconter ici, parce qu'à côté, ce que je vous ai dit moi, c'est vraiment des trucs simples du quotidien. Eh bien, je vous le dis, confrontez-vous physiquement. Apprenez à vous défendre, prenez en main ce charisme que vous avez au fond de vous et vous allez voir ce qui va se passer. Parce que je rappelle que vous l'avez cette force. Quand un homme il se met une écharpe dans le doigt, il pleurniche pendant 6 mois. Quand je dis il, je dis je, on est tous pareils, on est des doudouilles. Mais par contre vous endurez le pire. Vous endurez l'accouchement, vous endurez des blénorragies par exemple. Je veux dire, quand on a des cystites, etc. Enfin, on a des douleurs qui sont uniques au monde. C'est des douleurs énormes que vous endurez. Nous, on n'endure pas ça une seconde. Vous avez vos règles tous les mois. Enfin bref, vous êtes résistante, mesdames. Donc je m'adresse à vous spécifiquement, vous avez le droit de reconquérir ce charisme interne que vous avez déjà et il s'exprime déjà dans bien des situations, mais de le contrôler pour qu'il s'active consciemment et non pas que vous soyez dans la posture de subir des situations où vous ne pouvez pas activer ce charisme parce qu'en fait vous ne savez pas que vous l'avez et ou que malheureusement vous ne savez pas en faire usage proportionné au bon moment et efficace. La meilleure des morales sera toujours la communication. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans Star Wars, qui oppose le côté sain de la Force au côté obscur, à la fin de la journée, oui, il y a des conflits physiques, donc on forme des Jedi à se battre. Donc il y a une symbolique là-dedans, mais regardez bien comment ça termine très souvent, par des conversations empathiques d'un méchant avec quelqu'un qui est de l'autre côté, en plus il s'avère avoir des filiations familiales à chaque fois, c'est toute la thèse de départ, et par de l'empathie et de la communication, eh bien on arrive finalement à s'en sortir, parce que c'est ça le fin mot de l'histoire, oui, par de l'éducation, par de la communication
élévation du niveau de conscience de soi, des autres, du monde, on déclenche de l'empathie, on communique mieux et on élude la plupart des conflits qui malheureusement nous incombent aujourd'hui. Voilà la mission de cette chaîne et ce pourquoi je voulais aborder cette thématique comme les autres de manière assez complète afin que rien ne soit mécompris mais que vous compreniez à 100% justement à la fois le propos mais également la mission que je m'accorde et à laquelle je m'attache qui est celle qu'on élève simplement ensemble le niveau de conscience qu'on a des uns des autres, qu'on ait un rapport plus sain et qu'on construise un monde meilleur. Je pense que c'est notre mission parce que oui, nous sommes informés et de ces informations, nous devons en faire quelque chose.